On sait enfin plus sur la mystérieuse exorciste de classe S, Yuki, et t'inquiète pas, j'ai une théorie sur ses capacités. Gege Akutami nous met extrêmement bien avec ce chapitre révélation sur Kenjaku et sur plein de trucs. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 202 de Jujutsu Kaisen sang et huile. Et c'est un chapitre qui va être entièrement des informations en fait, et c'est pour ça que je vais vous les résumer, faire des théories, petites analyses et tout, bien sûr, comme d'habitude. Mais donc on va faire ça de manière synthétique, je vais pas vous raconter ce chapitre avec les ping-pong de répliques, non, je vais vous parler directement de ça en résumant, et c'est pour ça qu'on commence tout de suite avec le sujet de Tengen et Yuki, leur conversation avec Tengen qui va expliquer qu'il n'a pas changé de corps il y a 12 ans, étant donné que, je vous rappelle, Riko Amanai avait été tué par Toji. Et pour moi, ça c'est un point clé que tout le monde doit comprendre. Si Gojo, sa naissance, a bouleversé le monde de l'exorcisme, peut-être que Toji, en fait, sa naissance n'a pas bouleversé le monde de l'exorcisme, mais l'acte qu'il a fait en tuant Riko Amanai a complètement changé le monde de Jujutsu Kaisen et même a amené aux événements qu'on est en train de suivre aujourd'hui. Et c'est pour ça que je trouve que ce personnage est ultra important, en plus d'être badass et incroyable, et qu'on est obligé de parler de lui tout le temps, même s'il n'est pas dans le chapitre, parce qu'en plus on te parle de l'évolution des exorcistes, une autre énergie occulte, et bien sûr en fait il représente tout l'inverse, l'évolution vers le moins, très moins, voire l'inexistant de l'énergie occulte, de la même manière que Maki. Et c'est pour ça que je me dis que Maki, en fait, petite théorie, elle pourrait, elle aussi, bouleverser justement les plans de Kenjaku, le monde de l'exorcisme. Et je pense pas que c'est juste un personnage féminin puissante, badass, tout ce que tu veux, et que son rôle va aller beaucoup plus loin. Peut-être même que ce qu'elle va faire va échapper au mastermind qu'est Kenjaku, parce que elle n'est pas soumise aux mêmes lois que les exorcistes. Tout simplement, elle passe les barrières. Déjà, rien que ça, c'est n'importe quoi. J'avoue, dès le début, c'est n'importe quoi. Je suis déjà parti en théorie. Donc, Tengen nous disait qu'il n'avait pas changé de corps après la mort de Riko Amanai. Il en avait la possibilité parce qu'il y avait d'autres corps, mais il a décidé de ne pas changer parce que normalement, quand il change, en fait, il se réinitialise. C'est pour qu'il n'évolue pas trop vers autre chose que, justement, il change de corps. Sauf que là, en fait, il s'est dit qu'il allait accepter son évolution et que quoi qu'il arrive et qu'il devienne avec son évolution, parce que je vous rappelle qu'il ne ressemble plus du tout à un être humain, alors il utiliserait une technique de barrière pour garder son esprit, sa rationalité. Et déjà ça c'est intéressant de noter que les barrières peut-être peuvent être utilisées à un niveau psychique. Mais ça on y reviendra, puisque Yuki en fait va s'énerver, surtout parce qu'elle entend les voix de ceux qui ont fusionné avec Tengen, donc ceux qui ont offert leur corps pour Tengen, pour protéger en fait cet équilibre où justement même les fléaux ne viennent que du Japon et que en fait tout ce qui se passe de mal soit concentré au Japon avec la barrière de Tengen. Et ça l'énerve parce que elle aussi était un ancien hôte. Normalement elle aurait dû offrir son corps à Tengen. Bon, on sait pas exactement comment ça s'est passé parce que c'est vrai que c'est assez étrange. Alors pourquoi elle est là ici? Est-ce que justement en fait Tengen aurait choisi quelqu'un d'autre à sa place? Est-ce qu'il y a eu une fusion mais qu'au final justement ça n'a pas marché et ils ont dû se séparer? Je ne sais pas, mais c'est intéressant. Mais voilà le secret du personnage, et elle en veut à Tengen pour sa passivité alors que voilà, il y a plein de morts et elle est en claire opposition avec lui. La conversation elle va s'arrêter et ça nous donne l'occasion de parler un petit peu plus de Yuki et faire une théorie sur ses pouvoirs, étant donné que Yuki, il faut bien prendre en compte le fait que elle veut changer le monde, faire en sorte que dans le monde il n'y ait plus de fléaux, et pour ça elle voyait que deux possibilités. La première possibilité, une évolution de l'humanité entière vers justement le stade d'exorciste, donc un contrôle de l'énergie occulte, et si chacun contrôle son énergie occulte, alors elle ne peut pas s'échapper pour donner naissance par la peur aux fléaux, et donc il n'y aurait plus de fléaux, ou justement tout l'inverse, les gens comme Maki ou bien même Toji, donc qui ont une restriction innée qui fait qu'ils n'ont absolument aucune énergie occulte et donc ils ne peuvent pas produire de l'énergie occulte pour, sans le vouloir, créer un fléau. Voilà, ça c'est dit. Et bien sûr, cette classe S, on doit la respecter parce que c'est un ancien plasma stellaire, ok, ça on s'en fout, mais surtout parce que c'est la sensei de Todo. Et ici, si tu ne respectes pas le brosa, si tu n'as pas d'amour pour lui, quitte cette chaîne.
tu n'as absolument rien à faire ici. Et justement, comment expliquer qu'elle soit exorciste de rang S? Je vous rappelle que les exorcistes de rang S, c'est pas forcément une puissance énorme, mais surtout des capacités qui ont justement un champ d'action juste énorme. Et là, proche peut-être même de l'infini. Déjà, t'as Gojo, infini, ça y est, simple. Geto, je vous rappelle que son corps, en vrai, il peut emmagasiner les fléaux. Donc, en théorie, il n'y a rien qui l'empêche d'avoir les 16 fléaux de rang S. Et donc là, c'est juste n'importe quoi d'avoir les pouvoirs limite illimités, tu vois. Rien qu'avoir pris les pouvoirs de Mahito, c'est juste n'importe quoi. Pour te dire, Mahito, il one-shot les gens, il détruit leur âme. Donc, s'imagine qu'il en a 15 autres, c'est juste fou. Mais voilà, t'as d'autres personnages qui sont moins puissants, comme le principal Yagai, qui, au final, juste pouvait, en théorie, grâce à son sort de création justement d'âme, pouvait se constituer une armée de gens même qui auraient leurs propres capacités et des capacités ultra puissantes. Et c'est pour ça que forcément, elle doit avoir une capacité à ce niveau-là. Et je me dis en fait que ce qui serait intéressant avec le personnage, c'est que en fait Tengen, il fait des barrières. On sait qu'elle est liée à Tengen et que Tengen n'est pas un combattant, et c'est pour ça que je trouverais ça intéressant qu'elle ait une capacité offensive liée aux barrières. Surtout que en fait c'est un grand pan de Jujutsu Kaisen qui est super intéressant et qui a besoin d'être plus exploité, parce qu'au final c'est utile à tout dans Jujutsu Kaisen, les barrières, surtout aux extensions de territoire. Je ne le répéterai jamais assez, mais le besoin en barrière est vital pour un exorciste, et là ce serait intéressant de voir ça à un tout autre niveau, même utilisé de manière différente, peut-être des barrières psychiques, peut-être des barrières qui te couperaient le bras, je ne sais pas, ça peut aller très très loin cette histoire, avec des conditions à l'intérieur des barrières, de chacune des barrières qu'elle crée. Et si t'as un peu de mal à te représenter ce que ça pourrait faire, bah imagine juste Hachi dans Bleach, mais x 100 ou x 1000, tu vois, un truc qui serait super intéressant, même pour notre compréhension de ce qu'est l'énergie occulte dans le monde de Jujutsu Kaisen. Et certains me parleront de ce Shikigami qui l'accompagnait, ou peut-être que c'est un fléau, et peut-être justement qu'elle le contrôle via une barrière. Oui, toujours barrière! Et ça, je pense qu'on le verra très prochainement, puisque c'est Kenjaku qui va arriver et donc mettre fin à la conversation en détruisant justement cette pièce mentale ou je sais pas quoi, et surtout le Tanuki qui est au premier plan. Et je trouve ça assez intéressant, puisque le Tanuki est le symbole de la bonne fortune, de la chance, et donc au Japon, voilà, si la chance est détruite, peut-être que c'est le tour de la malchance d'arriver. Et c'est vrai que Kenjaku, jusque-là, ses plans se sont déroulés comme prévu. Et c'est pour ça que je pense qu'il va vraiment réussir à atteindre Tengen après un combat face à Yuki. Je l'espère bien. Ou peut-être même que Yuki, elle le laissera. Enfin bref, on verra ça. Et parlons directement, justement, du patron, puisqu'il va se retrouver directement face à Shozo, qui est son fils. Je vous rappelle qu'il a créé les embryons maudits, et avoir une conversation avec lui par rapport à ses motivations. Et ça me fait extrêmement plaisir, parce que j'avais vu juste lors de la dernière review, même si elle avait pas fait beaucoup de vues, alors que j'avais fait un énorme travail de recherche, et ça c'est pas grave. De toute façon, Jujutsu Kaisen, c'est la passion. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, ou commenter, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, parce que ici on parle Jujutsu Kaisen et on n'arrêtera pas. Et donc en fait, Kenjaku, il nous explique en gros que tout ce qu'il cherche, c'est la fascination. C'est un scientifique fou, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, et même qui veut créer le fléau ultime. Ah, bah c'est bizarre, c'est exactement ma miniature. Et je vous refais pas les théories, mais ça pourrait aller beaucoup plus loin que la peur des volcans, de la mer, ou déjà des fléaux de rang S, pour partir vers quelque chose de plus énorme, comme la peur de l'énergie occulte elle-même, si les humains apprennent l'existence de cette énergie. Et le fléau de l'énergie, ce serait juste n'importe quoi. Et bref, on est le 16 novembre à 12 h, et Kenjaku dit que la traque mortelle a déjà servi son but, la préparation de la fusion entre les humains et Tengen. Bien sûr, l'espace où il se trouve tout blanc, juste avec quelques petits objets, et même le fait qu'il puisse changer de pièce et tout, je sais pas, ça me fait penser à Matrix, tu vois, l'univers mental. De toute façon, c'est normal, c'est symbolique. Là, on est censé être à la source de tout avec Tengen, et peut-être même à la source du grand changement. Et il va alors expliquer son plan à Shozo dans un cinéma, et remontrer les moments où justement Yuki était apparu, et surtout remontrer le moment où elle parlait de faire évoluer l'humanité justement vers le stade d'exorciste, et lui en fait appelle ça optimiser l'énergie occulte. Et ça a beau être un détail justement qu'ils aient pas le même terme pour parler de ça, je trouve ça très intéressant, parce que tu vois que Yuki, elle se place plus au niveau de l'humain, alors que lui, en tant que scientifique fou, tout ce qui l'intéresse, en fait, même dans ses termes, c'est juste de voir l'évolution de cette énergie.
il s'en bat les reins de l'humanité. C'est vraiment le fait de créer cette nouvelle chose, de réaliser cette expérience qui l'intéresse en réalité. C'est pas du tout comme Yuki pour qu'il y ait plus de fléaux ou je sais pas quoi. Lui, il veut vraiment voir ce que ça va donner. C'est pour ça qu'il avait déjà tenté d'hybrider les humains et les fléaux pour voir ce que ça allait donner, mais il a trouvé que c'était une déception. C'est chaud de dire ça à Chozo. Et là, très important, ce qu'il veut, c'est faire évoluer Tengen, qui déjà ne ressemble plus trop à un humain, mais s'il évolue, sera peut-être complètement un fléau, et donc s'il fusionne avec les personnes, alors justement 100 millions de personnes, peut-être toute la population japonaise deviendra un réservoir à énergie, et c'est juste énorme. Et il dit même que peut-être qu'il sera capable d'utiliser Uzumaki pour extraire quelque chose. Ça, c'est un détail assez flou pour l'instant, mais gardez-le en tête parce que je pense que ça aura une importance par la suite, mais je ne sais pas quoi pour l'instant. Et par contre, je suis désolé, je suis obligé de m'arrêter sur l'enchaînement de ces deux pages, ce qui me permet de vous expliquer pourquoi j'aime autant Jujutsu Kaisen, même en matière de découpage. La manière dont c'est pensé, dont Gege Akutami guide ton sens de lecture, même ton rythme de lecture, c'est juste parfait. Parce que sur une page comme ça où le texte il est en diagonale, soit tu lis tout, parce que tes yeux ils vont descendre en lisant, soit bien évidemment si tu veux lire et regarder en même temps l'image, alors tu es obligé d'avoir un jeu de regard où tu vas baisser et remonter, baisser et remonter. Parce que bien sûr, les cases, elles sont en longueur et je trouve ça juste génial, justement, qui te force à faire ce travail avec tes yeux parce que là, on est en train de t'expliquer un élément ultra important. Il te force à te poser, même pour regarder les conséquences et à chaque fois que tu vois une conséquence, on t'en explique un peu plus. Graphiquement, tu as le texte qui s'abaisse alors que, en plus, les dessins, ils sont en train de s'élever. C'est vraiment très très fort de la part de Gege Akutami, surtout pour terminer sur la page d'après, où justement, le grandiose est posé. Parce que même si on ne distingue pas ce que c'est réellement, on sent que ce sera possiblement une dinguerie dans la tête de Kenjaku, justement, ce fléau ultime qui sera créé. Et bien sûr, je pense que la première réaction de tout le monde, c'était de se dire « Eren, mais c'est toi, qu'est-ce que tu fais là ?» Et voilà, c'est vrai que je trouve ça assez intéressant que Kenjaku, il cherche l'évolution et au final, même là, lors de ce chapitre, ben, on ne l'oppose pas à Tengen, qui au final est assez ouvert à l'idée. Donc on verra bien ce qui va se passer. Est-ce qu'ils ont un lien? Est-ce qu'en réalité, ils étaient issus de la même mère? Est-ce qu'ils étaient frères ou je sais pas quoi? Bah franchement, j'en sais rien pour l'instant. Mais c'est ça que j'apprécie énormément avec le personnage de Kenjaku. Parce que malgré tout ce qu'il se passe, sa motivation quand Chozo lui demandera, parce que ouais, t'as expliqué ton plan, bah en fait, c'est juste la fascination. Il veut juste voir ce qu'il va se passer. Je te l'avais dit, ça m'en fout tout simplement. Et c'est juste génial parce qu'il dit, même si le fléau ultime, il a une tête de clown, alors ça me fera rigoler. Et c'est ça. Le mec ne vit que pour voir ce qui va se passer. Il s'en fiche littéralement de toutes les conséquences. Et en même temps, comment ne pas le comprendre, ce scientifique fou qui ne cherche à rassasier sa curiosité. Parce que oui, il le dira, s'il capture Tengen, ce sera terminé. Mais au final, nous aussi, on a envie de voir ça. Continuez de lire Jujutsu Kaisen juste pour voir ce que ça va donner.